Bonjour à tous, hello Marc. Ça y est, on va pouvoir commencer. Je suis désolée, on a 2 minutes de retard. On est à peu près dans les temps. Je suis hyper contente de vous avoir tous avec nous, aujourd'hui pour cet Indie Club. Donc ce qu'on va faire, c'est que le temps que les gens se connectent au fur et à mesure, je vais vous demander de compléter un petit peu dans le chat pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout fonctionne. Comme ça, on s'assure qu'on ne parle pas dans le vide. Donc, Yvan, oui. Cécilia, Fatima, super, génial, on nous entend bien, c'est parfait. Eh ben, on est déjà beaucoup à être connectés maintenant. Je pense que on va pouvoir attaquer. Vous êtes hyper nombreux pour cette pause déj Indie Club, c'est trop bien. Alors, je vais pouvoir commencer à mettre la presse et la charger. Ne bougez pas. C'est parti. Alors, donc du coup, ce midi, on a la chance d'avoir Marc avec nous, donc Marc Seren, qui est donc leader éco-conception et éco-innovation chez Decathlon. Marc, je l'ai rencontré au tout début de l'école Indigo, donc il y a un peu moins d'un an. Il fait partie de notre board pédagogique, donc on travaille ensemble depuis un petit moment et je suis hyper contente, c'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble. Donc pour cet Indie Club, il va nous partager la stratégie d'éco-conception de Decathlon et surtout, il va rentrer dans le détail de 2 cas très concrets de solutions innovantes qu'il a mis en place au sein de Decathlon. Donc l'objectif, c'est vraiment que ça soit hyper aspirationnel pour vous, que ça vous nourrisse et que ça vous donne envie justement d'aller vers ces solutions innovantes qui sont beaucoup moins énergivores. Donc le principe de nos Indie Clubs, c'est toujours que ça soit quelque chose qui soit intéressant pour vous, que vous puissiez appliquer dans votre job et que surtout que ça soit très concret parce que c'est vraiment le fondement de notre pédagogie. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de remplir notre petit sondage parce qu'en fait, ça va nous permettre de savoir qui vous êtes et de pouvoir vraiment adapter notre discours et nos réponses en fonction de vos métiers. Donc, je vais tous vous demander d'aller dans la partie en bas à droite qui s'appelle sondage. Voilà, normalement, si vous cliquez dessus, vous allez voir une question qui est quelle est votre fonction? Et là, vous pouvez compléter. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit cette question-là. Vous pouvez compléter et cocher. Et si jamais vous mettez autre, je vous demande de compléter du coup dans le chat et de donner des précisions pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Voilà, moi je complète aussi pour voir. Hop. Et alors du coup, une fois qu'on a complété, on peut voir les résultats. Donc on a pas mal de personnes qui sont en RSE, logique étant donné le sujet. On a des personnes qui sont en transition professionnelle, pas mal de gens dans la conception aussi, communication. Bon, en fait, globalement, c'est assez bien réparti. On a tous les métiers, avec principalement des gens dans la RSE. Donc, je vous laisse continuer de compléter. Et du coup, Marc, comme ça, tu pourras adapter ton discours et parler à toutes ces fonctions-là. Alors, hop, et on continue. Donc, l'objectif avec cet Indie Club, donc comme je vous le disais, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à vos problématiques métiers, d'avoir quelque chose de très concret. Et donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Marine. Je suis la fondatrice de l'école Indigo. Donc, Indigo, c'est l'école de la responsabilité. Et aujourd'hui, nous vous présentons un Indie Club. Donc, Indie Club, c'est un rendez-vous qu'on organise chaque semaine, qui est un webinaire, avec une personnalité, donc en l'occurrence Marc aujourd'hui, qui est quelqu'un du métier de la responsabilité, et qui va expliquer vraiment concrètement qu'est-ce qu'il fait dans son métier pour intégrer de la responsabilité et pour que ça soit inspirant pour vous, pour que vous ayez des outils très concrets à utiliser dans votre job au quotidien. Donc voilà, donc c'est ce qu'on fait. Et en fait, Indie Club, du coup, ces webinaires sont très liés avec les programmes qu'on propose chez Indigo. Parce que chez Indigo, on fait des formations qui accompagnent chaque collaborateur de l'entreprise à intégrer la responsabilité dans son métier. Donc, on a vraiment une approche qui est par direction métier de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, étant donné notre sujet, je vais plutôt vous parler de la formation en marketing responsable. Et c'est d'ailleurs une formation où Marc est intervenant. Pour ceux qui voudraient la suivre, il est donc à la session 4 sur les solutions innovantes. Et donc, du coup, dans la formation en marketing responsable, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes à intégrer les nouveaux besoins des consommateurs
dans les produits et dans la communication. Donc, cette formation, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse soit à des personnes qui sont dans des équipes marketing, soit à des personnes qui sont dans des équipes RSE, soit encore à des dirigeants qui veulent essayer de comprendre comment changer leur modèle d'affaires, comment changer leurs offres et leur communication, ou encore à des consultants qui veulent justement pouvoir accompagner des entreprises dans cette prise en compte de la responsabilité. Nos intervenants, c'est des personnes du terrain, donc tout comme Marc, qui bossent chez Decathlon, c'est des gens qui sont vraiment les mains dans le cambouis et qui œuvrent pour la responsabilité dans des entreprises. Donc, on a construit le programme avec monsieur David Garbous, que certains connaissent sûrement, parce qu'il a fait 10 ans chez Le Sueur ou chez Fleury Michon, à vraiment transformer l'entreprise vers plus de responsabilité. On travaille aussi avec Hortense qui est chez Vestiaire Collective, Nathalie qui est passée chez Bonduel, ou encore Thomas Parouti de l'agence de communication Mieux, qui travaille sur une communication durable. Voilà, pour avoir plus d'infos du coup, parce qu'après je vais laisser la parole à Marc, je vais vous laisser regarder notre programme qu'on va vous partager dans le chat. Comme ça, vous pourrez avoir plus de précisions. Et enfin, dernier message, et après je laisse vraiment la parole à Marc, c'est si vous êtes intéressé par nos rendez-vous Indie Club et que vous voulez continuer à avoir toute l'info, je vous conseille de suivre notre page sur Meetup. Comme ça, vous serez informés vraiment de tous les événements qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, du coup, on est avec Marc. Mais on fait un événement en présentiel à Paris sur les achats responsables la semaine prochaine. On fait un webinaire sur innovation et rénovation avec Johan de chez Labéry dans quelques semaines. Bref, on a beaucoup d'événements, donc pour être au courant, suivez-nous sur Meetup ou sur LinkedIn. Voilà, et maintenant, je laisse la parole à Marc qui va se présenter parce qu'il le fera sûrement beaucoup mieux que moi. Et encore, merci Marc d'être avec nous aujourd'hui. Eh ben non, mais c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je vais vous parler un petit peu de ce que je peux faire. D'abord, qui je suis. Donc moi, je suis leader éco-conception et éco-innovation à Decathlon depuis 8 ans. Et cette année, en 2023, je fêterai mes 10 ans sur les sujets d'éco-conception. À la base, je suis ingénieur en matériaux plastiques, très vite orienté dans les matériaux plastiques biosourcés ou biodégradables. Et puis au fur et à mesure, j'accompagne plus la conception de produits éco-conçus, éco-innovants au sein de Decathlon. Donc d'abord au sein de Decathlon à Lille, puis depuis 2 ans auprès des équipes de sport de montagne, donc plutôt des sports de rando, etc. Donc voilà un petit peu qui je... C'est ce que tu nous disais hier, parce que j'ai eu la chance de déjeuner avec Marc hier. Ce que tu nous disais hier, c'est que tu t'es carrément installé à la montagne pour être au plus près des produits chez Decathlon. Ouais, au plus près des produits et au plus près des équipes qui sont en avance sur ces sujets, parce que l'idée, c'est de tirer au plus haut les enseignements de ce qu'on peut faire et de repousser les barrières de ce qu'on peut faire en termes d'éco-conception, et donc de réduire l'impact environnemental de nos produits le plus possible. Ça, je vais y venir après pendant ma présentation. Donc voilà, c'est un sujet juste qui est hyper passionnant, avec plein de gens passionnés. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu de contexte de l'éco-conception. Je ne vais pas vous partager toute la stratégie d'éco-conception. Si je vous le disais, ça fait 8 ans. Et le résumé en 1 heure, ça va être compliqué. Mais je voulais surtout vous partager 2 exemples concrets de comment j'accompagne les équipes et surtout comment les équipes elles-mêmes, de façon autonome, elles se challengent elles-mêmes pour repousser les limites en réduisant l'impact environnemental de leurs produits. Canon, super. Alors, je vous précise juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. On les prendra soit au fil de l'eau, soit on a vraiment 15 bonnes minutes à la fin dans lesquelles on traitera les questions et Marc pourra vous répondre. Et avant ça, alors, je reviens sur... Voilà. Avant ça, petite question pour toujours pareil, pour s'adapter vraiment à votre besoin. Une question où vous pouvez répondre directement dans le chat, c'est tu te mets combien en éco-conception? Donc très facile, une note de 0 à 5, avec 0, je débarque, je suis un peu paumée, enfin même beaucoup, et 5, je suis ceinture noire d'éco-conception. Comme ça va pouvoir, Marc va pouvoir adapter un peu le discours. Alors, ce que je vois, Sonia, 0. Bon, pardon, c'est pas très sympa, je donne pas les noms. 1, 0... 1, 0, 1, 1. Bon. Ah, il y a quand même du 3 et du 4. Bon, ok. Bah, du coup, plutôt
plutôt un discours pour débutants et pour pouvoir s'adresser à tout le monde, Marc, a priori, pour notre Indie Club de ce midi. Ça marche. Hop. Parfait. Et donc, du coup, je te laisse maintenant la main sur la présentation. Tu peux attaquer. Très bien. Du coup, je vais vous parler un petit peu d'éco-conception, d'éco-innovation. Je vais vous présenter un petit peu aussi les frontières, les différentes définitions qui peuvent exister. Top. Oui, parce alors ça commence direct les questions. On a une première question qui est, si tu peux nous donner du coup la différence entre éco-conception et éco-innovation. Ouais, je vais y venir. Je vous la donnerai au fur et à mesure en prenant des exemples concrets. Vous allez comprendre. Top. Avant tout, déjà, je vais juste replacer du contexte sur Decathlon. Ce que c'est comme entreprise à peu près, hein, même si vous connaissez pour bon nombre d'entre vous l'entreprise. C'est une entreprise donc ça c'est des chiffres de 2021, qui en 2021 faisait 13,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc, qui est présent dans 60 pays dans le monde, qui représente à peu près 65 marques, donc de Quechua, j'entendais Eric qui disait Forclaz, Tribord, Between, Domios, Keepstar, voilà, je ne vous les cite pas toutes, mais il y en a beaucoup, avec différents sports. C'est à peu près 103 000 coéquipiers. Et je vous ai donné un indicateur que moi je suis du coup, et que je fais suivre auprès des équipes. C'est le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé avec des produits qui bénéficient de démarches d'éco-conception. Moi, je suis arrivé en 2015 et du coup, on a commencé à pouvoir mesurer un peu ces éléments-là. Je vous ai mis les chiffres de la progression des 3 dernières années. Donc de 2020 avec 5% à 2022 à peu près 23%. Notre objectif, c'est d'aller éco-concevoir l'ensemble de nos produits d'ici à 2026. C'est un bon challenge, mais c'est ce qu'on va essayer d'entreprendre parce que l'idée dans l'éco-conception, c'est pas de faire des gammes de produits éco-conçus et d'autres qui ne seraient pas éco-conçus, c'est d'attacher la même importance à tous les types de produits et de réduire l'ensemble des produits de Decathlon. Ce qu'on s'attache à faire, c'est par contre aller travailler les produits qui sont les plus impactants chez Decathlon. Alors juste, je note deux choses. C'est donc 2026, l'objectif, c'est d'avoir 100%. Et après, il y a quelque chose un point d'attention, c'est que tu dis, c'est un pourcentage des produits qui bénéficient de votre démarche d'éco-conception. Est-ce que ça, tu appelles ça du coup des produits éco-conçus ou c'est différent? Oui, j'appelle ça des produits éco-conçus. Sachant que un des points dans l'éco-conception, donc déjà l'éco-conception, c'est quelque chose qui a été défini dans des normes. Hein. Donc vous pouvez retrouver, hein, tout ça c'est bien documenté. Et c'est une démarche d'amélioration continue. Donc on ne s'arrête pas lorsqu'on a réussi à éco-concevoir un produit à ces stades-là. On va continuer à réduire de plus en plus les impacts en retour en trouvant de nouvelles solutions. On ne s'arrête pas en disant, bon voilà, j'ai éco-conçu le produit, le job est fait. Ouais. Ok, très clair. Et du coup, j'ai une première question un petit peu pour vous. Donc forcément, on fait le bilan carbone de Decathlon. J'ai une première question qui va porter sur les deux gros chiffres qui sont de 46% et 19%. À votre avis, d'où vient l'impact de Decathlon? Alors du coup, vous pouvez répondre dans le chat. On va pas faire. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Ah, il y a Mathieu qui parle de transport. Transport, matière, fabrication. Achat, transport. Ouais, il y a beaucoup de transport qui sort. Hein. Utilisation des produits. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de matières premières et transport. Ok, je vais vous donner les réponses. Hein. Scope 3, l'usage. Oui. Alors, du coup, effectivement, c'est un bilan carbone réalisé en Scope 3. Hein, donc, c'est l'ensemble des émissions directes et indirectes de Decathlon. Et en fait, on voit qu'en fait, 80% de l'impact de Decathlon vient de la fabrication des produits. Déterminés en différentes phases. Et donc, on a bien la production. Donc, dans la production, on va retrouver l'énergie nécessaire pour fabriquer les produits. Donc, par exemple, pour teindre des produits en textile, pour fabriquer les produits. Et notamment, ce qui va impacter dans ces cadres-là, c'est la source, le type d'énergie. Donc, que ce soit de l'électricité, mais à partir de quoi? À partir du charbon, à partir d'énergie renouvelable, à partir du nucléaire. Voilà. Ça va impacter pour 46%. Les produits chimiques, on peut aussi utiliser en production. Et puis, 20% à peu près des matières premières. Donc, les types de matières qu'on va venir utiliser, du coton, du polyester, des plastiques, etc.
Le transport des produits, parce que je voyais quand même beaucoup que ça remontait, c'est que 4% de l'impact de Decathlon. Alors, pourquoi? Parce que ça, en général, ça interpelle. Alors, pourquoi? Déjà, premièrement, c'est parce que le transport se fait par bateau de nos produits, principalement. Très peu d'aérien dans nos produits. Du coup, c'est pour ça que le transport représente peu. Si on faisait plus d'aérien, ça viendrait exploser. Et par bateau, il faut juste avoir en tête qu'on met pas mal de t-shirts dans un carton, on met pas mal de cartons dans un porte-container et on met pas mal de porte-containers sur un bateau. Donc, en fait, ramener au produit, finalement, le transport impacte peu. Alors, peu par rapport aux autres émissions de Decathlon. Par contre, ça reste 4% de pas mal d'émissions. Donc, ça veut dire qu'on ne néglige pas ce point-là. Et on a de la chance à Decathlon d'avoir des équipes dédiées à certaines parties de ces impacts-là. Donc, en fait, on a nos équipes de logistique qui travaillent à fond pour décarboner notre logistique et du coup les modes de transport. Mais toi, c'est pas vraiment ce sur quoi tu t'intéresses. Toi, tu es vraiment sur la production. Et moi, je travaille sur la conception de produits, donc plutôt la production, le choix des matières, le choix des différents procédés de transformation de nos produits et le choix de conception. Et je vais venir après les différents impacts sur lesquels je travaille. C'est aussi pour ça que le sujet de l'éco-conception est très important à Decathlon, parce que ne se cache pas, c'est l'impact de nos produits qui impacte le plus, donc il va falloir réduire l'impact de ces produits-là. Et donc, un des points clés, c'est que la pratique du sport, elle nécessitera toujours l'usage de produits de sport. Pour faire du vélo, on va toujours avoir besoin d'un vélo. Pour faire de la rando, il y a de grandes chances qu'on ait besoin d'un sac à dos, d'une tente. Donc voilà. Et nous, notre rôle, c'est de le faire avec le plus faible impact possible. Donc, à 2 titres, il y a effectivement fabriquer des produits. Moi, mon rôle, c'est Decathlon est concepteur de produits. Mon rôle, c'est de faire en sorte qu'on devienne éco-concepteur de produits. Donc, il y a la conception de produits, mais il y a aussi devoir le faire avec le plus faible impact possible. C'est aussi de permettre de faire du sport sans forcément acheter des produits neufs. Donc, avec plus de location, plus de produits d'occasion, etc. Donc, c'est vraiment un ensemble. Moi, aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'éco-conception, ou comment, quand on doit concevoir un produit, qu'est-ce qu'on prend en compte. Mais il y a aussi d'autres façons. Ouais, on pourrait faire, et on le fait d'ailleurs dans notre formation, on a un module express sur les nouveaux modèles économiques et par exemple chez Decathlon, la location, la seconde main, etc. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est notre rôle. Et moi là, je vais justement vous parler un peu plus de l'éco-conception et l'éco-innovation. Et d'où la question sur les frontières. C'est quoi la différence? Je vous le mets ici. Ici, vous allez avoir l'échelle du changement en bas, avec justement le changement que ça va devoir nécessiter d'un point de vue, temps des équipes, voilà, d'un point de vue vraiment structurel. Et puis, sur le côté, vous avez la performance du produit, qui est plutôt relié au gain d'impact, en fait, les potentiels de réduction qu'on peut avoir. D'accord. Donc, on va avoir dans un premier temps le même usage, c'est le même produit, mais on va pouvoir travailler les composants, les matériaux. Donc, par exemple, intégrer des matières recyclées dans les produits. Voilà, on ne va pas vraiment changer le produit. Le t-shirt restera un t-shirt, mais on va par contre travailler les composants de ce produit-là. On va avoir, dans un deuxième cas, en disant c'est le même usage, mais je vais faire un nouveau produit. Donc là, on va pouvoir travailler la structure du produit. Donc, dans le travailler la structure, c'est optimiser la matière. Des fois, on va pouvoir aller travailler des notions d'optimisation topologique, donc d'optimiser la matière du produit. Donc, réduire la quantité de matière pour faire un produit, ça permet de réduire l'impact. Mais là, on change le produit. On va parfois aussi ajouter de nouvelles fonctions pour la circularité. Par exemple, permettre à un zip d'une veste de pouvoir le réparer facilement. On va pouvoir ajouter des fonctions, mais c'est un nouveau produit. On change de produit. Là, on va commencer à pouvoir gagner un peu plus d'impact. Et là, on va commencer à être dans la frontière de l'éco-innovation, parce que dans certains cas, on va vraiment éco-innover. Je vais vous présenter des exemples que moi, je considère très proches de l'éco-innovation, et dont un qui est totalement dans l'éco-innovation. Et puis, on peut aller tirer le trait encore plus loin, justement, d'aller plutôt travailler des systèmes de services, d'économie de la fonctionnalité. Quand on pense qu'une tente, en moyenne, les gens qui ont une tente chez eux l'utilisent une semaine par an, maximum, quelle est l'utilité d'avoir une tente le reste du temps dans son garage, donc les 51 autres semaines.
Donc là, la location de la tente permet ça. Et on sait que nous, à Decathlon, on a des sports assez saisonniers sur lesquels ça pourrait très bien se prêter. Mais là, du coup, on est sur les modèles économiques. Exactement. Et c'est là où on va jusque sur les modèles économiques. Et là, on est obligé de redéfinir et de repenser totalement l'usage. Et donc, des fois, de concevoir des produits différents. Parce que des fois, il y a des produits qu'on va devoir concevoir pour la durabilité, pour ces modèles en particulier. Là, on va commencer à rentrer dans l'éco-innovation. Et du coup, si je résume, grosso modo, on va avoir ça, on va avoir des éléments où des fois, on va optimiser plutôt les produits. Parfois, on va venir challenger et parfois, on va carrément innover. Et aujourd'hui, je vais vous prendre 2 exemples où on est plutôt dans les catégories de challenge et d'innovation des produits. Du coup, voilà. Et moi, je résume, alors c'est très résumé, mais je résume l'éco-conception à 2 grands défis. Le premier, c'est qu'on a, depuis pas mal d'années maintenant, les équipes de conception se creusent la tête. On a trouvé des solutions. Et le challenge maintenant, c'est plutôt, on connaît les solutions qui doivent être apportées et il faut les déployer. C'est le cas du recyclé, c'est le cas d'un projet qui s'appelle le Minimal Waste, et je vais en reparler un petit peu après, c'est histoire d'optimiser justement la consommation de matière, de revoir en textile les placements des patronages pour bien optimiser et éviter les déchets, d'aller travailler la durabilité des produits, d'aller travailler des teintures. Ce qu'on oublie un petit peu souvent, c'est que le textile est teint, et que la teinture du textile représente un impact non négligeable. Et donc, on a la teinture d'un textile, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est grosso modo des grandes piscines chauffées à une certaine température dans lesquelles on vient plonger des textiles. Et en fait, il y a des façons de teindre différemment, directement à la source lors de la fabrication du fil. Voilà. Il y a des méthodes qui permettent d'éviter d'avoir ces grandes piscines chauffées avec plein de produits chimiques à l'intérieur. Donc voilà, il y a des méthodes différentes de teinture, puis il y a de la réparation. Dans ce cas-là, le challenge, ça va surtout être est-ce qu'on a la capacité, est-ce que la disponibilité chez nos fournisseurs, est-ce que ces solutions, elles sont disponibles? On va avoir des challenges de prix aussi. Est-ce que certains prix, on peut se les permettre? Comment on travaille les escaliers de prix pour se le permettre? Puis on peut avoir, parfois, on a des méthodes de teinture, mais ce n'est pas disponible sur l'ensemble des couleurs. Donc, on va avoir des choix de design assumés, de se dire, cette couleur-là, on ne va pas pouvoir la faire sur cette saison-là parce qu'on a d'autres couleurs qui sont disponibles avec des teintures un peu plus respectueuses de l'environnement. Donc ça, c'est le premier champ. Puis après, il y a des fois, sur certains produits, on n'a pas de solution. Il faut les trouver. Donc là, on va aller chercher des nouveaux matériaux, des nouveaux process, des nouveaux usages aussi, des nouveaux designs. Vous êtes combien dans ton équipe à travailler sur ça? Alors, dans l'équipe qui accompagne vraiment la conception de produits, on est 5-6 avec différentes compétences, des compétences d'évaluation environnementale, et je vais y revenir après, pour bien déjà savoir où sont les impacts environnementaux, avant déjà de choisir. Je vous disais, la teinture, ça a un impact important, c'est parce qu'on l'a évalué et on sait le quantifier. Donc, on a toutes les compétences liées à l'évaluation environnementale, puis on a des compétences liées à trouver des nouvelles solutions. On a à peu près 5-6 pour accompagner l'ensemble des concepteurs, sachant que ça fait pas mal d'années, et donc il y a même des concepteurs qui commencent à être référents sur ces sujets-là, donc qui aussi travaillent dans leur métier directement ces sujets. Je vais revenir juste avant. Et donc, on a aussi des façons d'innover, des nouveaux designs, voilà, et plus. Là, le challenge, c'est surtout de se dire, est-ce que la solution qu'on a, elle permet vraiment un gain environnemental? Justement, est-ce qu'on est capable de le mesurer? Et puis aussi d'assurer la performance technique. Parce qu'on a des nouveaux matériaux qui semblent très bien sur le papier d'un point de vue environnemental, mais qui ne permettent pas une performance technique suffisante pour un usage dans le sport. Parce que l'idée, et je le dis et je le redis très très souvent, un bon produit éco-conçu, c'est avant tout un bon produit qui va durer longtemps. Si on fait de l'éco-conception et qu'on dégrade l'usage du produit, au final, si ça devient un produit qui va durer moins longtemps, ce n'est pas une bonne solution d'éco-conception. Parce que le produit, il va rester, vous n'allez plus l'utiliser, il aura été fabriqué et vous n'allez plus l'utiliser. Donc, c'est avant tout un bon produit. C'est pour ça qu'on doit s'assurer des performances techniques aussi. Et là, on attaque le cas numéro 1. Voilà. C'est ça? Là, je vais vous parler d'un premier cas. C'est l'équipe Forclaz qui s'est lancé le défi de réduire drastiquement l'impact environnemental d'une panoplie de produits pour faire de la randonnée. L'équipe Forclaz, le contexte, c'est que ça fait
peu près, quand je suis arrivé, à peu près que la marque s'est montée. Donc, ça fait 7 ans qu'ils essayent d'améliorer l'impact de leurs produits, avec plein de challenges qu'ils ont réussi à relever. Et puis, ils se sont dit, on va quand même pas assez loin. Il faut qu'on aille réduire drastiquement l'impact. Ils étaient plutôt dans la partie optimisation de produits. Ils se sont dit, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on fasse l'impact le plus faible possible d'une panoplie pour faire de la rando. C'est ça qu'ils se sont lancés. Donc, c'est un projet qui a à peu près duré 2 ans. Qu'est-ce qui a marché dans ce projet-là? Déjà, c'est que toute l'équipe projet, parce que l'éco-conception, c'est pas qu'une responsabilité d'ingénieur, c'est pas qu'une responsabilité d'un designer, c'est toute l'équipe projet. Donc, il y a déjà un partage de la cible de toute l'équipe projet. Toute l'équipe projet a été hyper moteur sur le sujet. Il n'y en a pas un qui était un petit peu en dessous. Ils voulaient vraiment tous aller réduire drastiquement l'impact. Donc ça, c'est important, c'est qu'il faut embarquer toute l'équipe et que les cibles soient partagées à toute l'équipe parce que dans l'éco-conception, on va devoir faire des compromis. Et donc, chacun va arriver avec des compromis de prix, des compromis de technicité, des compromis de design. Voilà, il y a plein de compromis à faire en éco-conception. Et c'est un équilibre de tous ces compromis-là. Donc, il faut que tout le monde partage bien cette vision-là. Et puis, ça prend un peu de temps parce que, du coup, il faut réfléchir différemment. Il faut prendre un peu ce pas de côté. Ce qu'on a souvent tendance à dire dans l'éco-conception, c'est que 80% de l'impact, il est déterminé à la phase de début de conception. À partir du moment où vous avez choisi la matière, que vous avez choisi les lignes de votre produit, en fait, vous avez presque déjà défini l'impact de ce produit-là. Et donc, il faut le prendre très tôt dans le début de projet. C'est au début du projet qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir différemment, parce qu'après, tout va se jouer. Donc ça, c'est important de aussi se sortir d'une routine de conception qui est là et de prendre un pas de côté. Et puis, alors l'équipe s'est pris la tête sur plein de points, techniquement, comment ils allaient réussir. Donc, c'était un peu de transformer ces contraintes en opportunités. Le constat, je le partage, est-ce que je le partage juste après? Voilà, le constat, c'est de se dire que l'impact des produits, donc c'est une veste, un pantalon, un hoodie et un duffel, donc un sac de randonnée. Ils se sont dit, en fait, donc ils ont évalué l'impact de tous ces produits-là. Ils se sont dit, en fait, il y a plusieurs axes qui sont impactants. Je vous le disais, l'énergie de fabrication, les matériaux utilisés, le fait que le produit, il fallait vraiment assurer des produits durables, parce que ça, c'est un grand trait de leur sport, c'est le trekking, donc c'est randonner plusieurs jours en montagne. Si on n'a pas un produit durable, une veste qui se déchire en plein milieu de la rando alors qu'il pleut, ça ne va pas marcher. Donc, il faut des produits très durables et il faut des produits qu'on puisse aussi réparer facilement. Donc ça, c'était un petit peu leur cadre pour aller travailler ces contraintes en opportunité. Ce qu'ils ont fait, c'est que, donc, voilà, vous savez, alors il y a pas mal de données publiques dans notre rapport développement durable qui est disponible sur notre site, sur le site internet du développement durable de Decathlon. Avec ces fabrications, elles étaient plutôt faites du coup en Asie avec un mix qui était très carboné. Du coup, ils se sont dit, on va aller trouver des pays avec des mix moins carbonés. Ça, c'était un des premiers points. Et donc, ils se sont dit, mais on ne peut pas s'arrêter à ça, parce qu'il y a aussi les matériaux. Donc, ils ont travaillé les matériaux, les procédés de teinture, je vais y revenir. Donc, la durabilité, la réparabilité, la recyclabilité. Et donc là, vous voyez, donc, il y a 2 axes, c'est la production de tissus et la confection de produits. Parce que ce qui est important, c'est ces 2 points. Souvent, on peut des fois relocaliser la confection de produits, mais si le tissu il est fabriqué, je le disais, en énergie, en production, ça porte beaucoup. S'il est fabriqué avec des mix carbonés, ça va aussi impacter. Et donc là-dessus, il y a 2 axes. Il y a, d'un point de vue stratégie, c'est accompagner nos fournisseurs à avoir des mix moins carbonés. Parce que je vous le disais, on est présent partout dans le monde. Donc l'idée, c'est pas de dire on va tout faire en France, parce que on vend aussi en Chine, au Brésil, aux États-Unis, etc. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'on doit avoir des sources de production partout dans le monde, mais moins carbonées. Ça, c'est un premier axe. Là, l'idée, c'était aussi, dans les contraintes, on en a levé quelques-unes. On a levé la contrainte du prix, en se disant, là, faisons le produit le plus faible impact environnemental et regardons combien ça pourrait nous coûter, pour vraiment avoir cet aspect-là. Ils ont levé aussi la contrainte de volume, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va faire peu de volume pour voir jusqu'où on peut aller. Donc ça, c'était des éléments comme ça. Et factuellement, voilà les résultats. Qu'est-ce que ça donne?
Donc, ça donne, pour une parka, une diminution de moins 11% de CO2. Cette parka, elle a été conçue différemment pour notamment être conçue en France, enfin confectionnée en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des points clés, vous le savez, c'est le coût de ces produits, le coût de la main-d'œuvre utilisée. Et c'est souvent ce qui va potentiellement bloquer. Donc là, ils se sont dit, cette parka, il y a très peu de couture. Parce que finalement, dans le prix d'une veste, il y a beaucoup de coûts de confection. Donc, on va réduire les coûts de confection, ce qui va nous permettre de relocaliser, de tester, de relocaliser cette production. Et donc, c'est ça qui a marché. Donc, la parka, elle est hyper essentialisée, avec le moins de couture possible et les justes fonctions, pour permettre justement cette production à quand même des prix qui sont acceptables. On a le hoodie. Le hoodie, c'est de la laine recyclée. Et donc, le hoodie, là, il n'y a pas de teinture, en fait. On utilise de la laine recyclée déjà colorée. Donc, ce qui fait que ça nous permet de réduire drastiquement l'impact. L'impact de la laine, c'est aussi assez important, mine de rien, parce que du coup, c'est une production de moutons, donc de l'élevage. L'impact de l'élevage est assez important. Et donc, utiliser la laine recyclée, ça permettait vraiment de réduire drastiquement l'impact de ce produit-là. Puis, on a le pantalon aussi. Le pantalon, c'est un mix de coton de polyester qui permet, dans les deux cas, il est à 100% recyclé. Et pareil, il n'y a pas de teinture. Alors, vous voyez, il n'y a pas de teinture, mais les produits sont quand même colorés. Donc, toute l'idée, c'était de colorer le produit sans teindre. Et donc, en utilisant des fibres recyclées déjà teintes. Et puis, on a le duffel, le sac, où aussi, il y a eu un effort aussi de diminution de moins 64%, grâce à peu près pas mal de techniques similaires au pantalon, avec des fibres recyclées déjà colorées, mais aussi une confection différente. Et je vais venir juste après sur cette partie confection. J'ai une petite question, Marc. C'est en combien de temps? Parce que tu dis du coup que 80% de l'impact c'est déterminé au tout début. Donc, combien de temps vous avez fait pour établir ce plan-là et combien de temps vous avez fait pour sortir les premiers produits? Et deuxième question, c'est une question de Marine dans le chat qui demande l'évolution des prix sur ces différents produits, ou bien sur un au moins. Ouais. Alors, combien de temps? C'est un projet qui a duré à peu près 2 ans, de l'idée à la présence des produits en magasin. Donc là, Okay. je vous le disais, c'est une petite série, donc ça n'a pas été dans tous nos magasins, mais c'était disponible en ligne. Mais on l'a testé dans 3-4 magasins pour voir justement cette partie-là. Aussi, l'autre point, je vous le disais, il y a eu quelques contraintes de levée pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et parce qu'on me disait toujours, moi, on m'a toujours dit, Marc, c'est très bien, mais l'éco-conception, c'est toujours plus cher. Ce qui n'est pas toujours le cas. Là, on s'est levé cette contrainte pour dire, OK, on va, parce que la question, c'était de combien. Pour vous donner des ordres de grandeur, le duffel, je crois que donc le sac, il est à peu près autour d'une centaine d'euros. La parka, elle est à 250 euros. Alors, si on compare à nos produits classiques, forcément, c'est plus cher. Par contre, Oui, d'un point de vue qualité, d'un point de vue qualité, si on compare à des produits qui seraient faits chez ces fournisseurs-là, etc., on serait au même niveau de prix, grosso modo. Donc voilà, donc là, c'est pour ça que là, l'idée, c'était d'aller tirer le trait pour voir justement l'acceptation de nos clients jusqu'au bout. L'idée, c'était pas forcément de passer tous nos produits sur ces gammes de prix-là, etc. Donc, on teste, on va jusqu'au bout pour éviter de se mettre des freins, parce que si on se met des freins, on n'arrive plus à tester. Et il y a eu de la demande sur ces produits-là? Oui, il y a eu pas mal de demandes. En tout cas, il n'y a pas eu trop de soucis d'écoulement. Je vous le disais, c'était une petite série. On a plutôt des bons retours sur ces produits globalement, avec forcément toujours quelques points améliorés, mais globalement, c'était plutôt des bons retours. Donc voilà. Alors, le prix d'origine d'une parka similaire, j'ai du mal à le donner parce que du coup, on n'a pas cette parka avec pas de couture. C'est ça, vous avez vraiment innové, vous avez créé un produit vraiment pour répondre à ça. Ouais, ça, c'est des produits vraiment très différents. Donc voilà. Et puis l'idée là, c'était pas de comparer forcément les prix, c'était de le faire jusqu'au bout pour dire, OK, maintenant on peut regarder comment ça coûte. C'est possible, et voici les solutions qu'on a trouvées. Et je suis désolée, il est déjà 37, et du coup, si on veut avoir le temps de voir la deuxième solution. Je vais avancer, et pour vous donner un ordre d'idée, sur le duffel, ça c'est le patronage. Et donc avant, on a 54 pièces. En revoyant totalement différemment avec des modélistes qui sont vraiment pas mal pris la tête, et on a réduit à 7 pièces pour réduire la consommation de matière et d'avoir un assemblage hyper facilité, ce qui permet aussi cette notion. C'est génial de voir ça. En fait, c'est super de pouvoir voir le patronage et de voir à quel point, en effet, c'est simplifié, en fait. Ouais, et donc ça simplifie aussi le montage. Et les instructions sont tissées directement dans le produit.
Et je vais Génial. passer sur un deuxième projet, comme ça vous donnera vraiment le temps des questions. Du coup, le défi de l'équipe nutrition, c'était de repenser l'usage d'un gel sportif pour réduire son impact sur l'environnement. Alors moi, je ne vous l'ai pas dit, mais je fais un peu de triathlon, donc je suis utilisateur de gel sportif. Le problème, c'est cette notion-là de niveau de déchets lors de ravitaillement, lors d'événements sportifs. Je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà soit participé en spectateur ou en tant qu'athlète sur des événements de ce type. Il y a plein de déchets au niveau des ravitaillements. Ça, c'était aussi, c'est une la clé catastrophe. d'entrée. Ouais, beaucoup de bouteilles. Maintenant, c'est passé en gobelet, mais il y a quand même beaucoup de gobelets. Voilà, même si les événements font pas mal d'efforts, on a cette problématique-là. Là, il y a une petite vidéo que je ne vais pas vous passer, mais que je vous donnerai en lien, qui présente justement un petit peu le produit. Je vais vous le présenter. Je vous la partagerai en lien. Et là, encore une fois, je vous disais, d'abord, il faut analyser. Du coup, d'où vient l'impact de ce produit-là? À votre avis, je prends quand même quelques questions, à votre avis, ça vient d'où cet impact? L'impact d'un gel, ça vient d'où? Je pense que personne ne s'est posé cette question avant maintenant, avant aujourd'hui. Packaging, Ouais, mais du l'eau, coup, vous pouvez répondre dans le chat. plastique, Emballage, plastique. Ouais. Du coup, ça, c'est quelque chose qu'on a du coup déjà analysé. Donc ici, vous voyez l'analyse de l'impact du cycle de vie. Ça va répondre à une des questions que j'ai vues tout à l'heure dans le chat. Sur quels enjeux environnementaux on vient analyser? On vient analyser différents enjeux environnementaux. Le changement climatique, l'acidification, les eutrophisations, etc. Enfin, il y a plein d'enjeux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on regarde sur différents aspects. Et en fait, l'impact d'un gel comme ça, c'est surtout d'abord sa recette. Grosso modo, à peu près 60 à 70% d'impact, c'est plutôt lié à la recette. Donc, les ingrédients qui composent le gel. Et puis, on a autour à peu près 20% qui est effectivement le packaging, l'emballage primaire, donc effectivement le plastique et puis le carton directement. Donc déjà, on s'est dit, OK, on va devoir éco-concevoir ce gel. On va devoir répondre à la problématique des déchets, effectivement plastiques. Mais en plus, il ne faudra pas oublier la recette, enfin, en tout cas ce qui compose ce gel. Parce que si on oublie ça, en fait, on ne va pas aller travailler les vrais enjeux environnementaux de ce produit-là. En tout cas, pas peut-être les plus majoritaires. Si on avait juste enlevé le packaging, on aurait toujours 70% de l'impact qui est lié à la recette, on n'aurait pas changé cette recette. Du coup, l'équipe, elle s'est dit, OK, on a deux axes de travail. Le packaging, et donc là, le packaging a été revu pour justement supprimer le plastique et avoir un packaging à base d'algues et de plantes qui, en fait, est comestible et compostable. Ce qui fait qu'en course, donc là, pour l'instant, il n'est pas disponible en vente pour les clients, mais il va d'abord être mis à disposition d'événements sportifs pour justement tester pas mal d'autres choses, notamment la holistique. Et en fait, ce gel, il va être, du coup pouvoir être comestible directement sans générer de déchets. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, là, c'est la grosse innovation parce que déjà, en usage aussi, c'est plus simple parce que du coup, il n'y a pas, en général, en plus, quand on ouvre un gel, on le fait avec les dents. Quand on est sur le vélo, par exemple, on le fait avec les dents et puis on va jeter, ça peut arriver qu'on jette ou qu'on perde le petit bout de plastique. Donc voilà, et vous connaissez la problématique des microplastiques dans les océans et même sur Terre. Donc voilà, donc l'idée, là, on a plus ces éléments-là. Et puis la recette, on l'a simplifiée au maximum pour éviter d'avoir des additifs, des choses comme ça qui viendraient augmenter l'impact de la recette. Donc, blé, miel, citron. Et du coup, ça, c'est vraiment le cœur de la recette. Simplification de la recette, ce qui fait qu'on arrive à faire un gain environnemental de 30% lié au packaging et de 30% lié à la recette. Donc, ça permet comme ça de réduire. Tu l'as testé, toi? Moi, je l'ai testé et j'adore. Alors? Je l'ai testé. Je pense que sur les événements sportifs, c'est vraiment excellent. Il y avait à une époque le marathon de Londres qui avait comme ça testé des billes d'eau. Donc voilà, moi j'ai testé, c'est vraiment excellent parce que du coup, c'est hyper rapide. Et c'est suffisamment solide parce que quand on voit sur la photo, là, on a l'impression que ça peut craquer dans sa main. Alors ça, c'est un projet qui a duré 4 ans parce que du coup, alors ce que je n'ai pas dit dans les deux projets que je vous ai présentés, ce n'est pas Decathlon tout seul qui a travaillé, on travaille avec des partenaires. Donc là, c'est un partenaire qui nous a proposé cette solution, un partenaire externe qui nous a proposé cette solution, qui nous permet de nous appuyer sur leur savoir-faire, parce que le sujet du développement durable, c'est jamais adressé, enfin, ça doit être partagé. L'enjeu, il est tellement sociétal, il n'est pas de... Il faut absolument travailler avec des partenaires et ouvrir ces informations aux autres
pouvoir améliorer tous ensemble, quoi. Exactement. Donc là, on a travaillé avec un partenaire qui a proposé cette solution et du coup, sur laquelle on travaille. Du coup, voilà, là, je laisse le temps, justement. Génial. On est parfait timing. Et alors, du coup, je prends un peu les questions que je vois dans le chat. Il y a une première question qui était au tout début qui te demandait en fait si vous mesuriez également les impacts sociaux. Parce que là, on parle beaucoup des impacts environnementaux. Est-ce que toi, Ouais. tu t'intéresses aux impacts sociaux? Alors, oui, on les mesure. En tout cas, on les met sous contrôle. Parce que, alors, c'est pas mon métier, donc je vais pas rentrer dans le détail de ces éléments-là, mais on fait régulièrement des audits sociaux dédiés avec plein d'aspects dans les audits sociaux auprès de nos fournisseurs. On a des équipes qui accompagnent nos fournisseurs sur plein d'aspects, que ce soit le social, la qualité de nos produits, l'environnement. Et donc, on fait des audits sociaux avec des rythmes différents suivant le niveau de risque des pays dans lesquels on va fabriquer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, et ça, on le fait depuis très longtemps. Pour le coup, là-dessus. Ok. Et je ne vais pas aller plus loin parce que malheureusement, ce n'est pas mon niveau d'expertise. Aucun problème. On a une question de Mathieu, et je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup tous les deux quand on se parle en off. Il note en fait l'importance, enfin, la difficulté en général de combiner objectifs business et durabilité. Et il demande comment ça se passe chez Decathlon et à quel point vous avez un soutien proactif de votre direction. Alors, je vais vous donner des exemples plutôt que, parce que je ne vais pas me prononcer pour eux, mais je vais vous donner des exemples de types de soutien. Les performances environnementales sont intégrées dans la prime mensuelle des collaborateurs, par exemple. C'est une notion de performance environnementale. C'est aussi contribuer dans la valeur de l'entreprise prend en compte les ambitions environnementales. Donc, notre direction a très bien conscience de ces enjeux-là. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on doit transformer un business qui marche depuis... Decathlon est né en 1976. Depuis 1976, il y a un business model qui marche très bien d'un point de vue économique là-dessus, mais par contre, il n'est pas soutenable dans le temps. Et donc, on doit opérer cette transformation. Et donc, mine de rien, ça va prendre un peu de temps. Au regard, effectivement, de l'urgence climatique, ça pose beaucoup de questions, mais on est en train d'enclencher le pas, et avec notamment ces notions de business circulaire qui vont, j'espère, prendre de plus en plus d'importance, avec la location, la seconde vie des produits. Maintenant, on a des espaces seconde vie dans nos magasins, on a des produits qui sont disponibles en location. Voilà, il y a de plus en plus, ça va arriver. Donc, le soutien de la direction, il est plutôt là. Hein. D'ailleurs, il faut que les directions soient intégrées pour que les choses se passent bien. Tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple de Forclaz. Ce qui a marché dans l'exemple de Forclaz, c'est que le leader de la marque a été totalement investi du sujet et anime ses équipes sur ces sujets-là, qui permet aussi de tout le monde aller dans le bon sens. D'accord, merci beaucoup. On a une question de Thibaut qui demande, dans l'objectif 2026 à 100% d'éco-conception, il demande si en fait on parle bien que des nouveaux produits et pas de tous les produits Decathlon. Non, on parle de tous les produits Decathlon. Et c'est là où ça va être le challenge, parce que je ne sais pas si on arrivera à faire tous les produits. Toujours est-il qu'on arrivera à... je pense qu'on arrivera à faire la majorité des produits. Quand je dis majorité, j'espère qu'on va arriver au moins à 80%. Et donc, c'est bien tous les produits. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un produit qui ne serait pas éco-conçu, on va le reconcevoir pour diminuer son impact environnemental encore plus. Donc, on est en train de passer dans une phase de reconception de produits pour diminuer l'impact environnemental. Aujourd'hui, un nouveau produit qui est mis sur le marché, s'il n'est pas éco-conçu, il y a peu de chances qu'il puisse être sélectionné et puisse passer. On va prendre encore plus de temps pour essayer de trouver des solutions d'éco-conception. On a une question de Chris qui dit, globalement, comment se passe la prise de décision, stratégie marketing, arbitrage de lancer ou de ne pas lancer ces produits? Est-ce que vous avez un go de principe pour l'éco-conception et innovation et donc pas besoin d'argumenter pour lancer un projet de ce type? Il y a plein de discussions dans un lancement de projet. Donc mais globalement, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand il y a un produit qui est reconçu et on ne parle pas d'éco-conception, ça va être forcément un no-go. En tout cas, ça va être une question qui est posée en disant, et sur le sujet environnemental, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un point important. Et effectivement, lorsqu'on va avoir des produits, notamment les produits qui sont impactants, sur lesquels, là, c'est plutôt les aspects environnementaux qu'on va venir regarder, en se disant, tiens, comment on peut réduire l'impact de ce produit-là?
Donc, globalement, dans les lancements de projets, c'est un point maintenant qui est systématiquement abordé. Sur l'environnement, qu'est-ce qu'on fait sur ce produit? Est-ce qu'on a des solutions? Je repars sur 2 points. Est-ce qu'on a des solutions qu'on peut déployer ou est-ce qu'il faut trouver de nouvelles solutions? Et s'il faut trouver des nouvelles solutions, ça veut dire lancer des projets de R&D qui vont prendre un peu plus de temps. Comme je vous le disais, hein, ce projet-là, il a duré 4 ans. Voilà, il faut lancer ce projet-là. Mais du coup, est-ce que toi, tu as déjà apporté des solutions innovantes pour améliorer un produit et on t'a dit no go, ça coûte trop cher ou no go, on veut pas. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des décisions où pour toi, ça va pas assez vite alors que tu proposes des solutions? Non, parce que après, ça justifie, il y a des solutions, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas les mettre en œuvre de par le prix, et qui ne seraient pas des prix accessibles, ou de par ou de par la capacité. C'est pas disponible forcément tout de suite chez nos fournisseurs. Et donc, il faut trouver des nouveaux sourcings. Et comme on veut maîtriser justement notre supply chain, c'est pas du jour au lendemain, on ouvre et on ferme un fournisseur. Ouais, en fait, c'est parce que ça voudrait dire que tu n'as pas encore trouvé la bonne solution, mais Exactement. sinon. Et on va continuer de chercher en se disant, tiens, comment on peut aller travailler? Est-ce que le prix il est trop cher, du coup, on va commencer à déployer? Est-ce qu'on peut quand même trouver d'autres solutions? Est-ce qu'on peut le mettre en œuvre? Donc, il y a des fois des solutions qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir mettre en œuvre parce que techniquement, elles sont pas au niveau, parce que des fois, la solution, elle est vraiment trop chère. Dans ce cas-là, on va continuer à trouver des solutions et on ne s'arrêtera pas. Et même quand les produits seront éco-conçus, on ne s'arrêtera pas d'essayer de trouver d'autres solutions, tout en développant d'autres business circulaires. Ok. On a une question de Juliette qui parle du projet WePlay Circular lancé en Belgique. Est-ce que tu... Moi, je ne connais pas. Est-ce que tu sais... Ouais, je vais en parler un petit peu. Effectivement, donc, on est assez en autonomie à Decathlon. Donc, il y a certaines équipes et puis certaines équipes en pays qui lancent des projets. Le projet WePlay Circular, c'est globalement de devenir le Netflix du sport. C'est-à-dire, vous arrivez, vous avez un abonnement à un certain montant, et puis vous avez accès à différentes typologies de produits, ce qui vous permet de faire différents sports. Et comme ça, les produits sportifs ne vous appartiennent pas, mais vous pouvez aller dans les décathlons. Donc ça, c'est un projet en test pour savoir justement est-ce que ça marche bien, est-ce que ça tourne bien, est-ce que économiquement ça marche, etc. Et donc, c'est en test en Belgique pour voir ces points-là. Et effectivement, ça, c'est des business et économiques qui sont vraiment innovants et de trouver. Donc là, on est en train de voir est-ce que déjà le public est satisfait avant de déployer ça dans différents pays. Hyper intéressant. Ok, donc du coup, on est toujours sur les modèles économiques. Alors, une question d'Anaïs. Est-ce que vous avez formé spécifiquement des équipes de modélistes? Oui. Alors, sur les outils, parce que je voyais aussi une question sur les outils des modélistes, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas modéliste de formation. Pour autant, les modélistes, ils ont été formés, je vous parlais de cette technique qui s'appelle le Minimal Waste Design. Donc, qui travaille depuis, je pense, 3-4 ans à Decathlon, pour essayer de trouver des nouvelles solutions. Et ça, on forme en particulier les modélistes sur le sujet. Et maintenant, chez Decathlon, on a des modélistes référentes sur ça, parce que ça nécessite de revoir la conception de nos produits différemment. Et donc, ça, effectivement, elles sont spécifiques. Et maintenant, c'est plutôt même elles qui portent ces sujets-là pour accompagner d'autres modélistes. Donc, il y a une dizaine de modélistes, si ce n'est pas plus, qui sont très impliqués sur le sujet. Canon. On va bientôt terminer, donc je vous laisse poser vos dernières questions. Moi, j'ai une petite question, Marc. C'est aujourd'hui, c'est quoi tes gros défis là? Soit les produits sur lesquels tu es en train de bosser, soit les défis d'organisation, de management. C'est quoi tes sujets durs du moment? Le défi, c'est d'aller plus vite. Parce que du coup, on fait face à une urgence climatique qui nous somme d'aller plus vite. Donc, c'est d'aller vite. Et on sait que la conception de produits, ça prend du temps, surtout si on veut la faire de qualité. Donc, ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est de trouver des solutions lorsqu'on n'en a pas encore trouvé. On a certaines typologies de produits où on creuse encore des solutions pour aller encore plus loin. Comme quoi? C'est quoi les produits aujourd'hui sur lesquels tu bloques? Ouais, on avait eu certains produits sur les vélos, par exemple, comment on réussit à éco-concevoir des vélos. On a eu des matières aussi qui sont assez spécifiques. Le néoprène, on a des combinaisons en néoprène. Et là, ça fait 3-4 ans que les équipes qui travaillent sur les combinaisons font de la R&D pour trouver des solutions. On commence à en trouver. Voilà, on a eu comme ça certaines choses qui ont mis un peu de temps. Et c'est normal, parce que la R&D, claquons des doigts.
Et puis aussi de voir, d'appliquer des solutions qui sont potentiellement disponibles déjà en externe, mais de l'appliquer sur nos produits. Des fois, ça met des contraintes où on est obligé de faire des compromis. Voilà, ça c'est plutôt certaines difficultés qu'on peut avoir. Après, il y a des choses qui sont encourageantes, c'est-à-dire que chez nous, travailler l'éco-conception, et il y a beaucoup de concepteurs qui m'ont fait cette confidence, c'est que ça remettait un peu de sens dans leur métier. Et ça donnait de la fierté. Moi, à chaque fois qu'il y a des équipes projets qui ont réussi à éco-concevoir ou éco-innover, je peux vous assurer, elles sont bien plus fières de leurs produits que si elles n'avaient pas réussi. Donc, rien que pour ça, c'est ce qui me fait lever tous les matins. Du coup, rien que pour ça, c'est hyper important. Et pour certaines, ça a remis un peu de sens dans leur métier, justement. C'est clair. Bah, nous, c'est ce qu'on voit à chaque fois dans nos formations Indigo. Hein. C'est les métiers qui, justement, veulent ajouter du sens, mais continuer à faire leur métier, mais différemment, en intégrant la responsabilité, qui viennent se former, parce qu'ils comprennent bien que, justement, ils veulent continuer à faire ce qu'ils savent faire, mais de le faire de façon plus responsable. Et c'est ça qui font qu'ils sont heureux dans leur job, parce qu'ils se forment à cette responsabilité, justement. Donc, on partage totalement ce point de vue-là. Et alors, dernière question, je suis désolée, il y a encore pas mal de questions, mais on a un enjeu de temps. Une question de Thibaut sur la façon dont vous accompagnez aujourd'hui vos partenaires ou fournisseurs pour que justement ils changent dans le même sens que vous et qui répondent à vos critères. Alors, c'est une question très complète. Comment on les accompagne? Déjà, on a des équipes dédiées en production, donc en bureau de production, des équipes Decathlon qui sont là quotidiennement auprès de nos fournisseurs pour plein de sujets, que ce soit sociaux, environnementaux, de qualité, voilà, il y a plein de sujets. Donc, on les accompagne là-dessus, on leur présente déjà notre vision. Nous, on leur dit, voilà, on a un enjeu de réduire notre impact environnemental. On les forme aussi. Par exemple, on demande à nos fournisseurs d'avoir une trajectoire de réduction d'impact environnemental. Et du coup, on leur explique ce que c'est, on les forme, on les accompagne. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus parce que l'idée, c'est d'avoir des partenariats sur du long terme. C'est ce qu'il faut. En fait, ce qui pose problème, c'est du jour au lendemain, on change de fournisseur. Ça ne construit rien d'un point de vue de partenariat et d'investissement qu'on pourrait faire ou qu'on pourrait leur amener à faire. Donc ça, c'est important. Et du coup, c'est donnant-donnant aussi. C'est-à-dire que parfois, c'est les fournisseurs eux-mêmes qui vont nous proposer des solutions pour baisser notre impact environnemental. J'ai eu le cas sur des casques. C'est carrément le fournisseur qui a dit, mais vous savez, je peux aussi utiliser des matières recyclées sur cette partie du casque et vous ne le faites pas aujourd'hui à Decathlon, mais moi, je peux vous le proposer. Et donc, c'est aussi des fournisseurs qui vont nous proposer des solutions. Donc, nous, on va les prendre, on va les analyser en se disant, est-ce que c'est bien ou pas? Donc, en fait, c'est dans les deux sens. C'est comme ça que ça va nous permettre de décarboner l'industrie du sport. C'est que les fournisseurs, ils aient bien des engagements de réduction d'impact de leur côté et qu'en plus, ils puissent nous proposer des solutions lorsqu'on n'en a pas. C'est visible quelque part, les fournisseurs avec lesquels vous travaillez ou pas? Non, c'est pas visible, c'est un sujet de question de les rendre visibles. C'est pas mon sujet, donc je pourrais pas aller plus loin. Mais c'est des questions où il y a des gros sujets de traçabilité des différentes questions. C'est pareil, c'est des sujets qu'on travaille. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, à Decathlon, on a une équipe de développement durable dédiée qui a maintenant pas mal d'années, qui était déjà existante avant même que j'arrive. Et du coup, on est 60 aujourd'hui dans l'équipe de développement durable de Decathlon. C'est-à-dire 60 personnes qui travaillent à temps plein sur ces sujets-là. Et en plus de ça, on a plein de référents dans les sports, dans les pays de production. Voilà, il y a plein de référents. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 200 personnes qui travaillent sur des sujets environnementaux à Decathlon. C'est un vrai engagement de la part de l'entreprise. OK. Écoute Marc, je vais te remercier pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui et pour les 2 cas que tu as traités. Je dis juste un dernier mot sur notre formation en marketing responsable qui traite du coup de ces sujets-là et où Marc intervient du coup sur les solutions innovantes qui sont mises en place. Et on parle aussi dans une autre session des nouveaux modèles d'affaires, nouveaux modèles économiques. On en a parlé rapidement, mais par exemple la location, la seconde main, l'abonnement, tout ce qui permet et la fonctionnalité, l'économie de la fonctionnalité dont on a parlé aussi avec Marc tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez retrouver du coup les informations sur notre formation en marketing responsable. On va vous remettre notre brochure dans le chat. Comme ça, vous pourrez être au courant. Et pour les personnes, je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous quittent parce que c'est le moment du déj. Si on peut faire un petit rôti, mettez-nous une note de 0 à 5 là dans le chat avant de partir sur à quel point vous avez trouvé ça. Vous avez appris des choses, ça a été inspirant pour vous.
Comme ça nous permet, nous aussi, d'avoir un retour. Ah oui, d'accord. 5, 5, 5, 5, 5. Écoute, waouh! Écoute, Marc, je crois que c'est un carton 6. Victor qui suit notre formation, d'ailleurs, que je reconnais, qui suit la formation pilote de la transition. Bon, bah écoute, t'as pas en dessous de 5, je crois. Donc, franchement, carton plein. Mais comme d'habitude, j'en doutais pas. Mais encore merci. Non, mais si ça a été utile aux gens et inspirant pour les gens, je suis content. Sachant qu'il y a aussi un point, c'est qu'on s'inspire beaucoup de ce que fait aussi. Et quand je dis inspirer, c'est au bon sens du terme, c'est qu'on n'est pas tout seul sur le sujet de développement durable. Donc, il faut qu'on y arrive tous à faire des choses et c'est en s'inspirant des autres qu'on a aussi. Donc, Complètement. merci beaucoup pour vos retours, ça fait plaisir. Ok. Et ben, merci beaucoup, Marc, et à très bientôt. Et au revoir tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.